Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau show de catch, les Survivor Series 2020, dont nous allons faire un petit bilan pour voir qui de Raw ou de SmackDown est le meilleur roster de la WWE. Et pour les départager, cette fois j'ai regardé le match du kick-off. Vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de cette vidéo. Alors, le premier match dont nous allons parler est le match du kick-off, justement, qui est une sorte de. Enfin, c'est même pas une sorte, c'est une battle royale entre des catcheurs de Raw et de SmackDown, et forcément, le gagnant va donner un point à Raw ou SmackDown. Alors, c'est un match qui est ultra brouillon, puisque ça commence, il y a déjà plein de catcheurs sur le ring. On voit juste l'entrée de la famille Mysterio avec Buddy Murphy, puis l'entrée de The Miz et Morrison. Et ensuite, le match commence. Donc, j'ai juste noté les éliminations. Donc, j'ai noté que Morrison a été éliminé en premier par Dominic Mysterio, que Kalisto, un catcheur masqué qui fait la luchador livrée, un peu comme Rey Mysterio pour ceux qui ne connaîtraient pas, est éliminé par Cedric Alexander. Rey Mysterio lui est éliminé par Dolph Ziggler, parce que Dolph Ziggler il esquive un 619, il envoie un super kick à Mysterio puis il l'élimine. Cedric Alexander est éliminé après un beau petit duel contre Ricochet sur le tablier, mais il se prend une suplex et éliminé. Et là tout s'enchaîne parce que Ricochet, en se retournant vers le ring pour entrer dedans, il se prend un coup de genou de Shelton Benjamin qui se fait éliminer, et Apollo Crews ensuite fait une sorte de coup de la corde à linge et Shelton Benjamin passe au-dessus de la troisième corde. Donc on a 3 éliminations d'un coup quasiment. Ensuite, j'ai noté que Buddy Murphy est éliminé par Robert Roode en sauvant Dolph Ziggler. Et ensuite, Rhodes se fait quasiment éliminer aussitôt par Dominic Mysterio. Ensuite, on a Dominic Mysterio et Ziggler qui se combattent sur le tablier. Et il y a un moment où Dolph Ziggler le repousse sur le poteau du coin de ring. Ensuite, il revient pour refaire un peu la même chose, sauf que Dominic il esquive. Et je crois qu'il y a une sorte de kick à Dolph Ziggler qui se fait éliminer. Ensuite, Apollo Crews est éliminé par Shinsuke Nakamura, puisque à un moment, Apollo Crews est en dehors du ring, il combat contre Elias, ou qui se baisse pour l'attraper, et Shinsuke lui envoie un coup de genou, du coup il se fait éliminer. Jeff Hardy, lui, qui élimine Shinsuke Nakamura, en le chopant, en fait, il se laisse tomber, du coup Shinsuke se prend les cordes dans la gorge, et puis ensuite il lui met un dropkick dans les pieds, du coup Shinsuke il tombe. Ensuite Jeff élimine également son rival Elias, en lui mettant, je sais plus comment s'appelle cette prise, mais en gros c'est quand quelqu'un lui tient le pied, puis il tourne à moitié sur lui-même en mettant un deuxième coup de pied dans la poitrine de son adversaire. Donc il fait ça à Elias, du coup qui tombe et perd le match. Ensuite, on a Chad Gable qui élimine Jeff Hardy avec un coup de la corde à linge. Dominic Mysterio qui arrive à mettre un 619, donc la prise finish de son père, à Chad Gable après s'être pris 2-3 suplex. Et du coup, il a éliminé Chad Gable. Et on a Dominic du coup qui fête sa victoire parce que un peu plus tôt, The Miz passe par-dessus la troisième corde, sauf que il s'allonge pour repasser en dessous. Et Dominique il part dans les cordes pour prendre de l'élan, sauf qu'il voit pas que The Miz est rentré dans le ring avant de se prendre le sort de dropkick et tomber à l'extérieur du ring. Du coup, Dominic Mysterio pensait qu'il avait gagné, et The Miz il arrive, il le chope, il envoie par-dessus la troisième corde, et c'est The Miz, du coup, le Mr. Money in the Bank, qui gagne ce match. Et du coup, il marque un point pour le roster de Raw. Alors, j'ai noté ce match à 2,5 sur 5 parce qu'on a plein de beaux petits spots, mais le gros problème, enfin même il y a deux gros problèmes, c'est que de un, le match est ultra brouillon, il n'y a pas vraiment de beaux duels ou de petits trucs comme ça, à part à deux trois moments, le petit combat entre Rey Mysterio et Kalisto est très court, mais c'est assez marrant de voir deux catcheurs aériens comme ça s'affronter. Après le match entre Dominic Mysterio et Chad Gable à la fin est très beau aussi, mais c'est très très court, on n'a pas vraiment de beaux spots, puisque voilà, les Battle Royale comme ça, c'est souvent très brouillon et très moche à voir. Sans compter que ce que je déteste dans les Battle Royale et qu'on trouve parfois dans les Royal Rumble, c'est que des fois quand quelqu'un est à deux doigts d'en éliminer une personne, t'as toujours quelqu'un qui se ramène et puis qui va t'empêcher de le faire, puis te taper dessus. Alors qu'au final, plus des gens vont être éliminés, plus ça va être bénéfique pour toi. Enfin, ça c'est un truc que je comprends jamais dans ceux qui font les scénarios des Battle Royale ou des Royal Rumble.
C'est pourquoi t'empêches quelqu'un d'éliminer un adversaire, alors que moins il y aura d'adversaires, plus ce sera bénéfique pour toi et pour gagner le match. Enfin, ça c'est vraiment un truc ultra pourri dans les scénarios des Rumble et des Battle Royale. Et surtout là, ce qui est encore moins bien, c'est qu'il peut y avoir qu'un vainqueur et on se retrouve avec plein d'équipes dans le match. On se retrouve avec la famille Mysterio et Buddy Murphy qui ont l'air d'être tous les trois ensemble. On a Shelton Benjamin et Cedric Alexander du Hurt Business. On a The Miz et Morrison qui sont en équipe. Il y a Robert Roode et Dolph Ziggler qui sont également en équipe. On a plein d'équipes alors qu'il est censé y avoir qu'un seul gagnant. Enfin, c'est ultra bizarre comme booking pour ce match. Donc on va maintenant passer au premier vrai match des Survivor Series, qui est le Elimination Tag des hommes. Donc d'un côté pour les hommes, on a AJ Styles, Keith Lee, Riddle, Braun Strowman et Sheamus, face à Jey Uso, Otis, Baron Corbin, Seth Rollins et Kevin Owens pour l'équipe de SmackDown. Du coup, le match commence avec AJ Styles contre Jey Uso, et on remarque à un moment que Paul Heyman surveille Jey Uso à travers un écran dans des bureaux, ou je sais pas trop quoi. J'ai noté qu'on avait un beau Samoan Drop de Jey Uso sur AJ Styles, qu'à un moment Kevin Owens il fait le relais à Rollins, et au final Rollins il se met à genoux, il demande à Sheamus de lui mettre un kick, et au final Sheamus va s'exécuter et il va éliminer Seth Rollins que personne ne comprend. Du coup, Seth Rollins, qui était le seul catcheur que j'aimais bien dans l'équipe de SmackDown, boum, éliminé d'une manière complètement nulle. Et ensuite, on a Braun Strowman, qui à un moment prend le lead de force, parce que les 4 autres de SmackDown ne savent pas trop qui envoyer sur le ring, donc il se ramène, il dégomme les 4, il prend Baron Corbin, et hop, il le met sur le ring, et hop, du coup, Corbin devient le catcheur in-ring officiel de l'équipe de SmackDown, alors que ils ont rien décidé, quoi. J'ai noté aussi que Strowman a fait un super dropkick sur Otis. Je suis toujours étonné, surtout que Strowman c'est une montagne de muscles et tout, donc je suis toujours étonné quand ils font preuve de souplesse et tout. Euh, j'ai noté que, alors ça c'était très chiant et c'est un truc assez typique des matchs par équipe comme ça, mais on a Kevin Owens qui enchaîne des stunners sur Keith Lee, Sheamus et Matt Riddle. Sauf qu'au final, il se prend le finish de AJ Styles et se fait éliminer. Euh, Ensuite, j'ai marqué que Matt Riddle fait un super moonsault pour éliminer Baron Corbin, qui est sûrement le catcheur avec Kevin Owens que j'aime le moins ce match. On a Otis qui arrive à faire une sorte de suplex sur Keith Lee, alors que ce sont vraiment deux poids lourds, c'était très beau à voir. Ensuite, Otis qui fait la chenille sur Strowman, puis qui se prend le finisher de Strowman pour être éliminé. Ensuite, un moment, on a Jey Uso qui a deux doigts de faire un splash à AJ Styles, sauf que t'as le géant là qui le suit partout qui sauve AJ Styles. Au final, un peu plus tard, Jey Uso il retente un splash sur AJ Styles, sauf qu'il n'a pas vu que Keith Lee a fait le passement avec AJ Styles. Du coup, il l'atterrit sur l'épaule de Keith Lee. Keith Lee lui envoie une sorte de super bombe et du coup, il élimine Jey Uso, ce qui apporte une victoire à l'équipe de Raw. Donc, c'est leur deuxième point de la soirée. Alors, j'ai ôté le match en 3 sur 5 parce que le match est juste moyen. Il se passe pas énormément de choses. Déjà, l'équipe de SmackDown est pas terrible. En plus, vraiment, le seul catcheur, on va dire, assez puissant, c'est Seth Rollins, et il se laisse battre tranquille. Après, on se doute bien que le booking a été fait comme ça, sachant que sa femme, Becky Lynch, va bientôt accoucher. Et du coup, il va bientôt partir en congé, mais ça aurait été plus cool qu'il ait une belle fin avant de partir en congé, quoi. Et après, en ce qui concerne les autres, bon, le match était bien, mais sans plus, quoi. Raw qui gagne sans perdre un seul membre, alors que à tous les Monday Night Raw, on pensait qu'ils allaient perdre parce qu'ils étaient ultra dissipés. À chaque fois, ils se battaient parce que AJ Styles disait oui, c'est moi le boss et tout, et puis personne n'était d'accord. Au final, ils sont plutôt bien coordonnés pour éliminer l'équipe de SmackDown. Ensuite, on passe au troisième match, qui est un match champion contre champion par les ceintures par équipe. Donc, on a les champions par équipe de Raw représentés par le New Day, que j'aime pas du tout, face aux Street Profits, qui sont eux les champions par équipe de SmackDown,
et qui personnellement c'est la première fois que je les voyais catcher. Alors j'ai noté un moment qu'on avait un très beau DDT de Montesford sur Kofi Kingston, que je pense qu'Angelo Dawkins fait son finisher sur Xavier Woods, mais n'arrive pas à gagner le combat. J'ai noté que contrairement au New Day, que les Street Profits avaient pas mal de prises très intéressantes par équipe. Enfin, ils font pas mal de choses à deux et ce sont des très très beaux spots. À un moment, on a un powerbomb de Angelo Dawkins suivi d'un frog splash de Montesford sur Kofi Kingston, mais ça ne suffit pas. Xavier Woods qui envoie son finisher sur Montesford mais qui n'arrive pas à gagner. Et un peu plus tard, on a Montesford qui fait un changement avec Angelo Dawkins, sauf que, enfin, en gros, Xavier Woods prend Montesford, il le met sur la troisième corde, il y a le changement qui se fait, sauf que Woods il le voit pas. T'as Angelo Dawkins qui prend Xavier Woods sur ses épaules, et ensuite Montesford fait une sorte de bulldog inversé sur Xavier Woods qui est sur les épaules d'Angelo Dawkins, et au final il y a le tombé, et j'ai été très très étonné que ce soit les Street Profits qui gagnent ce combat, du coup qui marque le premier point pour SmackDown. Donc d'un côté j'ai mis un 3 sur 5 pour le match, parce que d'un côté le match est pas ouf, surtout du côté du New Day qui est censé être l'équipe la plus forte de WWE, ben, ils font pas vraiment de choses par équipe, à part taper les gens dans le coin du ring, quoi. Alors que d'un côté les Street Profits ont fait un vrai match par équipe, de vraiment montrer qu'ils étaient une bonne équipe. Et surtout, si j'ai mis 3 sur 5, c'est surtout parce que j'ai été très étonné de voir les Street Profits gagner. Et en plus, c'était plutôt une belle victoire face à l'équipe qui a été bookée comme la plus forte de la WWE. Alors ensuite, on passe au quatrième match de la soirée, qui est entre Bobby Lashley, le champion des États-Unis du côté de Raw, et Sami Zayn, le champion intercontinental du côté de SmackDown. Et Sami Zayn, qui apparemment avait dit à SmackDown qu'il était champion intercontinental, donc il était meilleur que les autres champions, surtout d'un gars comme Bobby Lashley qui est juste le champion des États-Unis. Enfin, j'ai noté qu'on a le Hurt Business qui est en dehors du ring pour empêcher Sami Zayn de fuir, parce qu'à un moment il sort du ring et puis il demande à Shelton Benjamin de bouger de son chemin pour partir, sauf que Benjamin ne bouge pas. Et plusieurs fois il y a des petits spots comme ça où Bobby Lashley est obligé de venir récupérer Sami Zayn et de le renvoyer dans le ring. On a un moment où Zayn veut faire une suplex à Bobby Lashley, sauf qu'au final c'est lui qui l'a subi. On a Zayn qui tente un petit paquet mais ça ne fonctionne pas. J'ai noté un moment que Sami Zayn à un moment il sort du ring, il se retrouve entouré de MVP, Cedric Alexander et Shelton Benjamin, et il commence à provoquer Alexander notamment en le poussant, et ce dernier il veut répliquer mais Shelton Benjamin a le réflexe de l'en empêcher pour pas disqualifier Bobby Lashley et donner la victoire à Sami Zayn, parce que justement Sami Zayn il se dit comme, euh, comme il est construit comme un heel, il est censé faire des actions un peu fourbes et tout, et notamment si un membre du Hurt Business l'attaquait, et ben hop, il gagnait par disqualification, ce qu'il a tenté à ce moment-là. À un moment, Sami Zayn il tente d'enlever la protection du coin, donc encore une action de heel, sauf qu'il y a Shelton Benjamin qui monte, du coup il se décale et Shelton Benjamin remet la protection comme il faut. Il y a un moment où Sami Zayn part dans les cordes, il revient du coup pour prendre de la vitesse, et là il se prend une sorte de magnifique chokeslam par Bobby Lashley, sauf que ça ne le fait pas gagner. À un moment, Zayn il part et puis il recule et tout, et en fait en reculant il se prend dans les pieds de MVP et il tombe par terre, et puis il dit à l'arbitre mais regarde, il m'a fait un croche-pied et tout, sauf que l'arbitre lui il est occupé avec Bobby Lashley, du coup il ne le voit pas. Et du coup, MVP relève Sami Zayn, il le renvoie dans le ring, et du coup, Bobby Lashley fait sa prise de soumission à Sami Zayn, et il gagne le match par soumission. Et du coup, on a le troisième point de marqué pour l'équipe de Raw. Alors ce match, je lui ai mis 3,5 sur 5. En soi, il est pas ouf et tout. Mais d'un côté, on a Sami Zayn qui fait des belles actions de heal, comme retirer le truc du coin là, la protection du coin.
le fait de provoquer le hurt business pour espérer gagner par disqualification. Mais c'est surtout le moment où il se prend dans les pieds de MVP qui tombe par terre. Ça m'a tellement fait marrer que je me suis dit je vais mettre un demi-point pour ça parce que c'est encore une action de heal, il tombe par terre et puis il est en mode mais regarde, on m'a fait tomber et c'était tellement drôle la façon qu'il le fait. Et surtout qu'on avait déjà vu un match, donc je crois que c'était Ricochet contre Cédric Alexander, une connerie comme ça, où Ricochet met un grand coup de chaise dans le sol pour faire croire que c'est lui qui se prend le coup, il balance la chaise dans les mains de Cédric Alexander, il se couche par terre, et du coup l'arbitre il croit que Cédric Alexander a mis un coup de chaise à Ricochet. Ricochet avait gagné un match comme ça, et là Sami Zayn a tenté le coup, sauf que malheureusement pour lui ça n'a pas marché. Ensuite on passe au 5e match de la soirée, donc un match encore entre champions, ou plutôt devrais-je dire entre championnes, puisqu'on a la championne de Raw Asuka face à la championne de SmackDown Sasha Banks qui pour une fois a réussi à défendre son titre à la première défense. Notamment, j'expliquerai pourquoi j'ai été étonné du résultat de ce match à la fin. Mais en début de match déjà on joue beaucoup sur les soumissions, dont un Bank Statement qui a réussi à être placé mais qui tiendra pas longtemps. J'ai noté qu'à un moment on a un backstabber de Sasha Banks qui a réussi à être porté. À un moment, oui, on a Asuka qui fait la sorte de soumission de Kurt Angle, donc de choper son adversaire par le pied, de le soulever et de tordre la cheville. À un moment, elle fait ça et puis d'un coup, elle soulève le pied de Sasha Banks pour lui mettre un coup de pied dans le ventre. On a un coup de fesse de Asuka, il y a des moments elle met souvent des coups de fesse. Là, elle fait ça sur le tablier pour éjecter Sasha Banks. Ah oui, parce qu'il y a un moment, il y a Sasha Banks, pas Sasha Banks, mais il y a Asuka qui porte Sacha, qui la pose sur un coin des barrières là, quand elles arrivent. Elle la pose là pour. Je sais pas trop ce qu'elle veut lui faire. Sacha la repousse, elle saute pour attaquer Asuka, et du coup Asuka lui met une sorte de codebreaker dans la tronche. Tout ça à l'extérieur du ring. Ensuite, dans le ring, on a un deuxième backstabber porté par Sasha Banks. On a Asuka qui porte un codebreaker à Sasha Banks dans les cordes. Alors pour expliquer un peu l'action, parce que c'est une action assez typique qu'on voit dans les Royal Rumble ou dans les matchs où quelqu'un essaie de remonter dans le ring. Souvent les catcheurs essaient de remonter dans le ring entre la deuxième et troisième corde, ou souvent ils font cette action là pour mettre un coup d'épaule à l'adversaire. En général, le catcheur qui est dans le ring a tendance à mettre un coup de pied dans la poitrine de son adversaire et l'adversaire retombe dans le ring. Sauf que là, au lieu de faire ça, Asuka lui met un codebreaker. Et au final, on a quand même Sasha Banks qui gagne en mettant un petit paquet à Asuka et qui marque un deuxième point pour l'équipe de SmackDown. Alors j'ai mis un 3 sur 5 pour le match parce que le match est pas fameux. Il est assez beau à voir, mais le début est très mou, c'est juste un enchaînement de prises de soumission. Euh, Après, les deux catcheuses sont quand même très bonnes, mais voilà. Après, j'ai quand même été étonné de voir Sasha Banks gagner, parce que Asuka est créée comme une catcheuse quasiment invincible. Bien sûr, ça lui arrive de perdre, hein, comme tout le monde, mais on se souvient au Royal Rumble, je crois que c'était de cette année, où Becky Lynch, qui est quand même une des catcheuses les plus pushées, les plus mises en avant de la WWE, qui gagnait pour la première fois contre Asuka. Ce qui montre quand même la puissance de Asuka. Elle a été battue qu'une seule fois par la superstar de la fédération. Donc j'ai été très étonné que Sasha Banks gagne le match. Mais de la façon que Sasha gagne, en fait, ça permet à Asuka de rester très puissante. Parce qu'elle ne s'est pas prise de finisher ou de choses comme ça avant d'être vaincue. Et puis elle n'était pas KO au moment de sa victoire. On passe ensuite à l'avant-dernier match du soir, qui concerne l'Elimination Tag entre les équipes féminines de Raw et de SmackDown. Donc pour Raw, on a Nia Jax, Shayna Baszler, Lana, Peyton Ross et Lacey Evans contre Bayley, Natalya, Ruby Riott, Liv Morgan et Bianca Belair pour SmackDown. Donc j'ai noté que le match commence entre Bayley et Lacey Evans, en sachant que les deux s'étaient déjà affrontés pour
la ceinture de SmackDown quand Bayley était championne. Et il y a même un moment Lacey Evans qui fait un geste, l'air de dire bah, elle est passée où ta ceinture, hein. J'ai noté un moment que Bianca Belair fait un beau moonsault sur Peyton Royce. Qu'on a Lana qui fait un tag de force sur Nia Jax, donc il lui tape sur l'épaule pour rentrer sur le ring. Du coup, tu te dis, elle est vraiment suicidaire, la Lana, parce que elle est passée 9 fois à travers une table par Nia Jax, puis là elle se ramène, allez hop, je rentre de force dans le ring. En plus, au moment où c'est Nia Jax qui combat, enfin, vraiment taré la Lana. Et du coup, bah, Lana se fait démonter. Je sais plus qui c'est qui combat à ce moment-là, parce que Liv, je crois qu'elle fait aussi le tag. Et forcément, Lana se fait démonter plus ou moins. Ah, je crois que c'est par Natalia ou une connerie comme ça. Mais Natalia, je la supporte pas, donc voilà. Du coup, je sais plus qui c'est qui refait le tag avec Lana. Elle se fait engueuler à mort par toute son équipe. Elle est clairement mise au coin, hein. On lui dit hop, tu vas là, sur les marches, et tu attends. Et pendant tout le match, effectivement, Lana doit attendre, et c'est ce qu'elle va faire, sur les marches, à regarder les autres catcher. Et puis elle est même à moitié en train de pleurer au début. Enfin, c'est du gros n'importe quoi cette équipe, hein. Oui, qu'à un moment, on a Bianca Belair qui arrive à porter Peyton Royce à bout de bras, et puis elle reste comme ça quand même pendant une bonne dizaine ou quinzaine de secondes avant de la relâcher dans le coin de ring. On a une belle descente du coude portée par Bayley. Et à un moment, c'est un peu le bordel, tout le monde se tape dessus et tout. Et on a Bayley qui arrive à foutre Nia Jax dehors. Donc vous verrez en fonction des photos un peu la carrure de Bayley et la carrure de Nia Jax. On va dire que c'est pas rien de réussir à faire ça. Alors je m'excuse si je me perds un peu dans ce que je vais dire, parce que le facteur est bien de passer pour déposer des colis. Et notamment, je vais vous mettre une petite photo d'un petit pack de cartes de cage que j'avais acheté il y a peut-être une ou deux semaines. Ça a été quand même assez rapide à arriver parce que ça vient d'Angleterre. Et vous aurez une ouverture de booster un peu plus tard, puis plus un test du jeu de cartes. Donc voilà. Mais vous aurez ça dans 3-4 semaines, je crois. Donc, oui, à un moment, on a Bayley et Peyton Royce qui sont sur la troisième corde, et on a Peyton Royce qui arrive à faire une suplex à Bayley depuis la troisième corde à l'extérieur du ring sur toutes les autres catcheuses. Au final, Peyton Royce prend Bayley, la remet dans le ring, hop, elle fait son finisher et élimine Bayley. Du coup, j'étais totalement dégoûté que ma catcheuse préférée se fasse éliminer en première dans ce match. Que je me doutais bien qu'elle allait être éliminée parce que Bayley a été un peu rajoutée comme ça dans le match, sans raison en fait à SmackDown. Globalement, il y avait des matchs, et quand tu gagnais le match, hop, tu gagnais ta place pour l'Elimination Tag. Puis je pense que la WWE ne va pas avoir assez de catcheuses, ou je sais pas, du coup ils ont rajouté Bayley comme ça. Donc, dans un sens, vu comment ça a été mis en place, ça m'étonne pas que Bayley soit éliminée la première. Mais bon, en tant qu'ancienne championne de SmackDown, bon, c'est pas terrible comme booking de match pour elle. Ensuite, on a Natalia qui fait alors, je vais sûrement mal le dire, le Star Stopper. Je suis sûrement mal prononcé. C'était la prise de soumission là de Bret Hart. Et du coup, elle élimine Peyton Royce comme ça. Ensuite, on a Lacey Evans qui enfile une bonne droite à Natalia, qui l'élimine. Sûrement un des meilleurs moments du match pour moi, de voir Natalia dégager. Ensuite, Bianca Belair qui. Ah oui, Bianca Belair et Lacey Evans, il y a un moment, elles sont toutes les deux sur la troisième corde dans le coin. Et en fait, elles sont debout. Et t'as Lacey Evans qui fait une prise. Alors, je n'ai aucune idée de comment elle s'appelle, mais en gros, les deux se retrouvent à faire une sorte de salto et à atterrir toutes les deux sur le dos. Enfin, cette prise, je la trouve magnifique, même si je ne connais pas son nom. Mais au final, ça ne permet pas à Lacey Evans d'éliminer Bianca Belair. Ensuite, on a Liv Morgan et Ruby Riott. Alors qui, on voit très bien qu'elles étaient dans la même équipe avant, dans le Riot Squad, parce que on a les deux qui font énormément de changements et plein de petites prises par équipe ou de petits coups contre Nia Jax.
parce que vraiment les deux sont super minces, super frêles à côté de Nia Jax qui est un vrai monstre. Au final, ils arrivent à peu près à dominer un petit peu Nia Jax comme ça, en faisant preuve d'esprit d'équipe. Ensuite, un peu plus tard, on a Shayna Baszler qui fait sa soumission, donc son d'étranglement à Ruby Riott, puis elle enchaîne avec un tombé pour éliminer Ruby Riott. Ensuite, on a un drop kick de la deuxième corde de Liv Morgan sur Lacey Evans, et ensuite on a un moment où en fait Liv Morgan arrive derrière Lacey Evans avec un petit saut, elle l'attrape par les bras et par les jambes, du coup, elle tape un bras avec ses deux bras et l'autre bras avec ses jambes, et du coup, en basculant par derrière, elle fait un tombé à Lacey Evans et bat Lacey Evans. Donc, j'avoue, j'étais très étonné que Liv Morgan élimine quelqu'un, même si je suis très content parce que je l'aime bien et que j'ai envie qu'elle évolue plus que ça à la WWE. Ensuite, Liv Morgan a réussi à faire un DDT et un super kick à Nia Jax. Bon, sauf qu'au final, elle se prend un Samoan Drop et se fait éliminer. Ce qui fait qu'il ne reste plus que Bianca Belair pour l'équipe de SmackDown. Et Bianca Belair, elle fait preuve d'une agilité, mais vraiment, elle est incroyable. Donc, je comprends mieux pourquoi c'est l'une des chouchoutes de Triple H, parce que elle est vraiment géniale. Ce qui est si bien avec cette catcheuse, c'est que d'un côté, je l'aime bien parce que elle catche très bien, mais en même temps, j'aime pas du tout son style bling bling machin. Mais en tant que catcheuse, si on enlève le personnage, elle est vraiment excellente. Du coup, il y a Shayna Baszler qui lui fait sa prise de soumission, sauf que Bianca Belair va se relever jusqu'à aller dans les cordes. Et au final, l'arbitre il compte jusqu'à 5. Et vu que Shayna Baszler, bon, ça c'est une spécialité de Shayna Baszler, c'est qu'elle retire rarement sa soumission dès qu'elle l'a. En général, les gens ils abandonnent, mais elle continue de tenir la prise pendant quelques secondes après. Et là, du coup, elle a tenu la prise trop longtemps, et du coup, elle se fait disqualifier et elle est virée du ring par l'arbitre. Et du coup, bon, ça on en parlera aussi après. Ensuite, on a Nia Jax qui tente un Samoan Drop à travers la table sur Bianca Belair, parce que faut croire que vu qu'elle n'a pas pu le faire à Lana, elle le tente hein, sur Bianca Belair. Sauf que Bianca Belair elle esquive et elle balance avec une belle force Nia Jax dans les escaliers. Ensuite, il y a Nia Jax qui tente de foncer sur Bianca Belair quand elle est posée contre la barricade. Bianca Belair a fait passer par-dessus elle. Du coup, Nia Jax elle est éjectée. Et au moment où Bianca Belair tente de remonter dans le ring, il y a la stun qui cloche parce que l'arbitre a compté jusqu'à 10. Et du coup, Bianca Belair et Nia Jax sont disqualifiés du match. Et du coup, Lana du côté de Raw devient la catcheuse officielle in-ring. Et comme il n'y a plus d'adversaire, Lana gagne le match et donne un 4ème point à Raw. Et vu que ça fait du 4 à ce moment-là, bon bah Raw a clairement gagné la bataille entre Raw et SmackDown. Et du coup, on a Lana qui. Elle a quasiment rien foutu, mais elle saute partout dans le ring, elle est contente, elle a gagné. Et à côté, t'as Nia Jax qui se fait retenir par l'arbitre et tout parce qu'elle est dans une rage folle. Parce que tout le monde disait à Lana, oui, de toute façon, tu sers à rien, t'es nul, tu n'as pas le niveau pour ce combat et tout. Et au final, bon, beaucoup de youtubeurs se doutaient très bien, et, vu tout ce que subissait Lana, que c'était elle qui allait faire gagner le match. Donc après, j'ai mis 3,5 sur 5 au match parce qu'on a un beau match. On n'a pas trop rabaissé les catcheuses assez puissantes comme Bianca Belair qui est très très forte et au final qui perd par disqualification. Shayna Baszler et Nia Jax qui sont quand même les championnes par équipe et on est quand même dans un match de tag team. Donc les deux championnes se font éliminer par disqualification, ce qui fait on ne fait pas baisser leur puissance quoi. Donc j'ai trouvé que tout ça c'était plutôt pas mal. Bon après le finish, juste Lana qui gagne alors qu'elle a rien foutu, bon bah ça tout le monde s'y attendait et puis bah c'est un peu pourri donc voilà, c'est pour ça que j'ai enlevé des points. Alors on passe maintenant au dernier match
entre deux gros champions, le champion universel Roman Reigns du côté de SmackDown et Drew McIntyre, le champion de WWE du côté de Raw, puisqu'il a battu Randy Orton pour le titre dans son dernier match avant les Survivor Series. Du coup, j'ai noté que à un moment on a un énorme coup de la corde à linge qui vient de nulle part par Roman Reigns. T'as Drew McIntyre qui l'envoie dans les cordes, Reigns il se ramène, boum, il le dégomme avec un coup de la corde à linge. On a un beau neckbreaker porté par Drew McIntyre. Ensuite on a un Samoan Drop porté par Roman Reigns sur Drew McIntyre. On a un beau Spinebuster, ça m'avait manqué comme prise parce que je crois qu'il n'y a que Batista et Triple H qui le faisaient à l'époque, il y a 10 ans quand je regardais. Là on en a un beau porté par Drew McIntyre. Ensuite on a un DDT de Drew McIntyre et au final Roman Reigns se dégage au compte de 2. On a Roman Reigns qui va envoyer le Superman Punch quand Drew McIntyre va envoyer Claymore Kick. Ah ouais, alors ça, cette action elle était belle. Drew McIntyre qui esquive le spear en faisant une soumission. Quand Roman Reigns arrive pour le dégommer, en fait il se rabaisse et les deux font une sorte de roulade et puis Drew McIntyre enchaîne direct sur une soumission au niveau du bras de Roman Reigns pour l'empêcher de continuer à faire son Superman Punch. Ensuite Roman Reigns, vu que Nia Jax n'a pas pu faire de Samoan Drop à Lana sur la table pour la 10e fois de suite, du coup c'est Roman Reigns, le cousin, qui chope Drew McIntyre, qui lui envoie une fois un Samoan Drop sur la table sans rien enlever. D'habitude ils enlèvent les trucs, là ils enlèvent rien, il lui fait un Samoan Drop, il voit que la table va pas casser, il rush bon et d'ailleurs boum, un deuxième Samoan Drop et cette fois la table est explosée. Ensuite on a Roman Reigns qui enchaîne avec un spear à travers la barricade. Enfin, bien sûr avec Drew McIntyre entre les deux. Ensuite sur le ring on a un nouveau spear de Roman Reigns quand Drew va envoyer le Claymore Kick. Donc Drew il prend cher dans ce match. On a quand même Drew McIntyre qui arrive à envoyer un Claymore Kick à Roman Reigns, sauf que dans sa chute, Roman Reigns il est un peu envoyé en arrière et il tombe par terre, et en même moment il tape dans l'arbitre qui tombe en dehors du ring, et du coup t'as Jey Uso qui intervient mais qui est vite repoussé par Drew McIntyre. Au final Roman Reigns fait un low blow à Drew McIntyre, c'est-à-dire qu'il lui envoie un coup d'avant-bras dans les parties, et on a un super kick de Jey Uso sur Drew McIntyre. Du coup Roman Reigns il fait son étranglement en fait ce qu'il fait c'est que il s'accroche dans les bras de l'adversaire et il l'étrangle dessous le bras. Du coup ça fait que d'un côté il l'étrangle et en même temps il y a tout le poids du corps de Roman Reigns qui appuie sur son adversaire, et il avait déjà battu Braun Strowman de cette manière là. Du coup il fait ça, on a quand même Drew McIntyre qui a deux doigts de survivre un moment, sauf qu'au final il s'écroule et il y a un arbitre qui vient et qui annonce la victoire de Roman Reigns puisque Drew McIntyre ne réagit plus. Du coup on a une victoire de Roman Reigns avec un 3e point pour SmackDown, mais qui est inutile puisque avec le match précédent l'équipe de Raw avait rapporté son 4e point, donc écrasé SmackDown. Alors ce match je l'ai mis en 3 sur 5, tout simplement parce que on a des beaux spots, on a plusieurs spears, on a un Claymore Kick, on a la soumission heel de Roman Reigns, on a plein de beaux petits spots, mais en même temps je dois avouer que c'est le match devant lequel je me suis le plus ennuyé. C'est vraiment, honnêtement, je me suis ennuyé quasiment du début à la fin, même avec les beaux spots, et surtout le match était très très lent, et voilà. Bon, d'un côté j'aurais préféré que Randy Orton soit là à la place de Drew McIntyre, mais personnellement c'est pas ça qui fait changer la note, c'est vraiment on aurait eu Randy Orton, le match aurait été aussi lent, donc ça aurait pas changé grand chose, donc en soi le match mérite pas énormément plus de points. Et puis d'un côté, si on était assez logique, on savait que Roman Reigns allait gagner puisque il est là, il apparaît comme un heel surpuissant, donc s'il a un heel surpuissant, il ne peut pas être battu par Drew McIntyre. Même si Drew McIntyre est un catcheur que la WWE veut mettre énormément en avant, notamment là avec son 2e titre de la WWE. Mais si Roman Reigns veut être crédible en tant que super heel, il pouvait pas perdre ce match contre Drew McIntyre. Et en plus Drew McIntyre ne perd pas en ayant reçu un Superman Punch ou un Spear, il perd parce que la prise de soumission l'a totalement épuisé et l'a fait tomber dans les vapes. Donc en plus il ne perd pas de manière un peu celle qui le décrédibilise. Drew McIntyre reste quand même un grand champion après cette défaite. Alors pour conclure,
On peut dire que ce petit pay-per-view Survivor Series était assez moyen. D'un côté, moi je suis un grand fan des matchs tag, enfin des elimination tag comme on a eu là, mais je me souviens d'un elimination tag où à l'époque on avait du Jeff Hardy, on avait Triple H, il y avait Big Daddy V qui aujourd'hui n'est plus là. On avait des super matchs et les équipes s'éliminaient petit à petit entre elles, un peu comme le match féminin, c'est pour ça que je l'ai mieux noté que le match masculin, où les catcheurs s'éliminaient comme ça petit à petit jusqu'à ce qu'il en reste plus que un ou deux, un peu comme l'année dernière où genre je me souviens du match tag féminin où à la fin il restait plus qu'une catcheuse de Raw, une catcheuse SmackDown, une catcheuse de NXT et qui avait été gagnée par la catcheuse de NXT si je dis pas de bêtises. Mais j'adore les matchs quand c'est comme ça, alors que là, avec le match masculin, t'as aucun éliminé du côté de Raw, et c'est un peu dommage parce que ça décrédibilise énormément les catcheurs de SmackDown. S'il y avait eu deux trois éliminations minimum, ça aurait été pas plus mal. Après, les matchs à côté, bon bah voilà, j'en ai déjà parlé, vous savez ce que j'en pense, et j'ai trouvé que c'était plutôt très moyen, même s'il y a eu des très beaux spots, des moments assez marrants, notamment sur Sami Zayn, mais le reste, on peut pas dire que c'est très très glorieux. Mais dans la globalité, j'ai quand même passé un bon moment pendant ce show. Donc je vous dis à bientôt pour le prochain, enfin pour les prochaines vidéos, mais notamment pour les fans de catch, pour le prochain pay-per-view le mois prochain. Donc je crois qu'il est autour du 20 décembre, un truc comme ça. Euh, et je crois que c'est le TLC, donc là ça promet. J'espère au moins voir Jeff Hardy dans un TLC match, hein. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos, et je vais de suite aller tourner ma petite vidéo ouverture de booster de mon collector pack, donc que vous verrez à peu près dans les mêmes moments que le TLC match, enfin que le pay-per-view TLC.